Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avancez bien dans cette formation du personnel. Donc on arrive gentiment à la fin. Je me demande si après avoir regardé la vidéo sur les rubriques, vous avez été inspiré à faire des cookies et que ça sent bon chez vous. Vous avez fait de la pâtisserie. Euh, mais dans tous les cas, j'espère que vous comprenez mieux maintenant ce que c'est qu'une rubrique, ce concept, alors que maintenant on va voir comment on met ça en pratique dans l'EIB en ligne. Donc ce que j'aimerais faire maintenant, c'est parler de la feuille d'évaluation pour l'EIB en ligne, avec ses critères d'évaluation qu'on utilise. J'imagine que pour certains d'entre vous, ce sera nouveau. Ou pour certains, ce sera seulement quelques informations qui seront nouvelles, mais c'est égal. Donc l'idée d'une feuille d'évaluation pour l'EIB en ligne, c'est de donner à l'étudiant une rubrique. Alors qu'ils vont regarder les différents niveaux de points qui sont donnés selon les différents standards de travail. Ça leur donne une idée du niveau qu'ils doivent atteindre, de ce qu'on attend d'eux. Et vous, quand vous évaluez, ça va vous donner également des critères, une rubrique pour évaluer leur travail, auquel on donnera ensuite une note. Donc, les critères d'évaluation, elles sont donnés aux étudiants dans l'unité d'introduction. Donc, quand ils se préparent au cours, ils peuvent lire la feuille d'évaluation, ils peuvent l'imprimer avec les différents critères, ils peuvent voir et j'espère comprendre ce qu'on attend d'eux et comment ils seront évalués. C'est quelque chose de clair et concis qui est à leur disposition. Ce que vous verrez, c'est que l'emphase, l'accent est sur le contenu et la qualité, plutôt que les détails de la méthode ou le mécanisme du tableau, par exemple. Mais sur la méthode, elle est importante, et il y a quelques non négociables qu'on mentionnera et que j'expliquerai un peu plus tard, aux étudiants également. Mais en supposant qu'ils ont compris les éléments de base de la méthode, ils peuvent s'approprier les tableaux et les rendre utiles à leur propre vie, ministère, style, moyen d'apprentissage. Mais vous, votre rôle, c'est vraiment de vous concentrer sur le contenu quand vous évaluez. Est-ce qu'ils observent bien? Est-ce qu'ils interprètent d'une manière qui est juste et bonne? Est-ce qu'ils arrivent à amener leur étude à une mise en application qui ait du sens, qui soit pertinente pour eux ou pour le monde dans lequel on vit aujourd'hui? Donc ça, c'est ce qu'on va regarder. Et l'emphase, c'est l'emphase qu'on aura dans l'évaluation en particulier. Ça signifie que certains étudiants peuvent avoir des tableaux qui soient différents des vôtres. Peut-être, bien sûr, comme j'ai dit, il y a des non négociables, mais peut-être qu'il y aura des tableaux à droite ou à gauche de la page. Peut-être qu'ils auront l'observation d'un côté et l'interprétation de l'autre, que les présenteront d'une manière différente. C'est pas très important. Mais ce qui est important, c'est que l'étudiant peut décider comment il veut le faire et, et voilà. Peut-être que le tableau sera au milieu, comme on a l'habitude traditionnellement. Mais ce qui est important, c'est que l'étudiant s'implique dans le texte en utilisant l'approche inductive. Dans l'EIB en ligne, on n'a pas de règle du genre il faut avoir 3 observations au moins et 2 interprétations par tableau verticaux à l'intérieur du tableau. C'est pas du tout un jugement de valeur sur ce genre de règles. Je sais qu'il y a plusieurs directeurs d'école qui ont cette règle, mais voilà, ici, on va se concentrer sur le contenu et la qualité du contenu. Il se peut qu'il y ait un tableau, par exemple, qui ait peu d'interprétation, mais que quand on regarde, on voit que l'étudiant, il s'est vraiment attaqué au passage difficile et aux problèmes qu'il y a dans ce passage. Ils ont pris du temps pour ça et on est conscient qu'ils ont vraiment fait une recherche de qualité et pas juste de quantité. Alors, vous avez sûrement remarqué que les critères d'évaluation sont beaucoup plus longs que ce que vous avez peut-être l'habitude. Les premières feuilles d'évaluation qu'il y avait au début, il y avait juste une page A4 avec tout dessus.
Mais par contre, ce qu'on a fait ici, c'est que il y a des rubriques pour les tableaux horizontaux, des rubriques pour les tableaux verticaux, pour l'IDB et pour la mise en application avec un standard qui est donné et les étudiants ils sont évalués selon ce standard. Même si c'est long, une fois que les étudiants et vous-même vous l'avez lu, et que vous comprenez les différents niveaux de séparation, alors je pense que c'est assez facile à utiliser. Je pense pas que vous aurez besoin de la regarder beaucoup de fois une fois que vous avez l'habitude d'évaluer. Pour ceux d'entre vous qui ont travaillé dans les EIB et qui avaient fait des évaluations, vous arriverez à évaluer vos étudiants très rapidement. Dès que vous aurez lu le travail, vous saurez s'il s'agit d'un A+, d'un B ou d'un B-, ou peu importe la catégorie en fait. Voilà, on sait que l'évaluation, c'est quelque chose qui peut être subjectif, qui est subjectif en tout cas, qui a un élément subjectif. Et ce qu'on veut faire, c'est vraiment garder ça au minimum pour garder un système qui soit conséquent. C'est vraiment notre désir dans ce système d'évaluation. Ce qu'on fait, c'est qu'on donne aux étudiants une lettre. La note donc est donnée en lettres A, B, C, D ou F. C'est pour garder le système d'évaluation de l'Université des Nations. La note qui est donnée à l'UTN, c'est donc une simple lettre A, B, C, D, et puis un F pour ceux donc qui sont en dessous de 60%. Il y a aussi d'autres lettres pour ceux qui abandonnent ou autres, mais ça ne concerne pas dans cette section. Et donc dans ce système, un résultat de 90% et plus correspond à un A, 80% et plus un B, 70% et plus un C, 60% et plus un D, et moins de 60% un F. Donc, étant donné que c'est une grande fourchette de 10 points, ce qu'on a fait, c'est que pour que nos étudiants ils sachent où ils se situent dans cette catégorie, on va leur donner également un plus ou un moins. Donc à l'écran, vous voyez qu'un A+ représente environ 97 à 100%, donc ça c'est vraiment un travail de qualité. On a un qui représente 94 à 96%, un A- qui représente 90, 93%. Donc vraiment les plus et les moins, c'est pour donner une idée aux étudiants de où ils se situent dans une catégorie qui est un peu plus large. Alors, en parlant de variété dans les tableaux verticaux, j'ai déjà dit plusieurs fois, mais j'aimerais vraiment que les tableaux ils soient utiles et qu'ils aient du sens pour les étudiants. Et je suis sûre que c'est votre désir aussi. Ils font pas les tableaux pour vous, mais pour eux. Donc, il se peut que les tableaux soient différents que ceux que vous avez. Selon les SBS, EIB que vous avez fait, selon les différentes écoles que vous avez été impliqués, il y a des modèles qui sont un peu différents et c'est pas grave s'ils font différemment de vous. Mais le système d'évaluation, il est conçu pour que vous puissiez les évaluer et les noter dans leur implication inductive dans l'étude de la parole. Et ça, c'est vraiment ce qu'on va rechercher. La forme, elle peut être différente de ce que vous avez l'habitude, mais le contenu doit être inductif. J'espère que vous comprenez ça. Et si vous avez des questions, alors n'hésitez pas à me contacter. On peut se skyper, on peut en parler. Mais voilà, l'emphase que je souhaiterais qu'on puisse avoir, c'est vraiment sur le contenu. Et ça, c'est pas juste pour l'école en français, mais ça, c'est vraiment les mêmes critères qu'il y a en anglais. Voilà, on va regarder les non négociables dans les tableaux verticaux. Parce que si on accepte tout, alors on accepte n'importe quoi. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc il y a certains non négociables dans cette méthode en particulier pour étudier la Bible d'une manière inductive. Et les étudiants, ils ont des consignes, comme vous avez maintenant à l'écran, qu'ils ont pendant qu'ils étudient le livre de Tite. Et j'imagine que vous avez déjà vu ça quand vous avez regardé, donc c'est le module 1 et dans
première unité. Voilà. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est que chaque tableau va contenir une cellule pour chaque paragraphe de ce segment. C'est une partie, c'est évident, c'est une partie essentielle de la méthode des tableaux verticaux. La référence du paragraphe doit être en haut de la cellule avec le titre. C'est égal si c'est à droite, à gauche, au milieu. Et ensuite, la cellule sera en proportion selon la taille du paragraphe. Avant, en fait, on utilisait un système qui est très strict au niveau des versets. On calcule les versets, ensuite on divise l'espace qu'on a sur la page en fonction du nombre de versets. Et les cellules, donc, étaient proportionnelles au nombre de versets. Bien sûr, c'est pas toujours une aide, en fait, parce que certains versets ont des tailles différentes. Vous pouvez avoir des versets, un verset avec 4 mots et un verset avec 25 mots. Donc le but, c'est vraiment de rendre l'aspect proportionnel. Des paragraphes plus grands ont besoin de plus d'espace. Et donc voilà, avec les proportions, on veut pas forcément le nombre de versets, mais la taille du paragraphe. Bon, maintenant avec les programmes pour les tableaux, le fait de faire sur l'ordinateur, on est limité avec les retours à la ligne ou un système de programme. Mais dans tous les cas, c'est pas un gros problème comme c'était à l'époque. Donc, les cellules, elles devraient être approximativement proportionnelles. Et voilà, au-delà de l'aspect pratique, l'avantage des systèmes, c'est d'avoir plus d'espace pour un paragraphe plus grand. Mais aussi, surtout, ça montre la loi de composition de proportion et donc l'utilisation de l'espace par l'auteur. Alors, on va utiliser l'extérieur, l'intérieur des tableaux pour plus d'observations importantes du texte. On utilise les mots texte. Encore une fois, c'est l'occasion pour les étudiants de se plonger dans le texte, pour l'observer. C'est l'occasion de montrer les connecteurs, les répétitions, la structure du paragraphe. Et à cause de ça, on aimerait, c'est possible que les mots ne soient pas toujours dans l'ordre. Bien sûr, si c'est les mots du texte, seront naturellement dans l'ordre, mais c'est pas une règle qu'on va avoir rigide. Si les étudiants ils veulent montrer grammaticalement quelque chose, en particulier dans le paragraphe, alors ils sont libres de le faire, tant qu'ils ne changent pas le sens du texte, bien sûr. Mais soyez conscients qu'on est inflexible là-dessus. À l'extérieur, c'est là qu'on va mettre par écrit les choses pour aller plus loin, c'est-à-dire les observations, les interprétations, les mises en application, et donc à l'extérieur de la cellule et non pas à l'intérieur. Ensuite, pour votre bénéfice dans l'évaluation du travail de votre étudiant, pour que vous puissiez les aider à étudier de manière inductive, vous avez besoin de savoir c'est ce qu'ils ont écrit, le commentaire qu'ils ont fait, la note qu'ils ont fait, si c'est une observation, une interprétation, une mise en application. Ou en tout cas, vous avez besoin de savoir ce que l'étudiant il pense que c'est. Et c'est pour ça que j'ai demandé aux étudiants d'indiquer d'une manière ou d'une autre ce qu'est le commentaire. Est-ce que c'est une observation, une interprétation ou une mise en application. Ça peut se faire avec une couleur, un mot ou un système qu'ils ont choisi. C'est pas tellement important comment, mais c'est important que vous sachiez pour que vous puissiez les aider dans un domaine particulier. Alors, une autre chose que j'aimerais voir, c'est avoir au moins une mise en application par tableau. Bien sûr, c'est dans le but que l'étudiant y pense d'une manière pratique. Je pense qu'on doit être sensible et pas toujours demander une mise en application profondément personnelle. Sinon, on peut se retrouver avec des commentaires qui soient superficiels des étudiants, des mises en application qui sont juste pour nous faire plaisir parce que ils doivent écrire une application pour la note. Je pense que c'est réaliste de s'attendre à ce que Dieu, il agisse dans la vie des étudiants à travers sa parole, mais peut-être que ça va pas se faire pour chaque segment. Et peut-être que ça va même pas se faire pour chaque livre. Il y a des saisons pour certaines choses et pour d'autres. Il n'y aura pas forcément à chaque fois un choix de vie complètement transformateur qui va ressortir. Et on doit en être conscient.
Bien sûr, ce que ça va produire, ça va en produire des changements, et c'est ce qu'on s'y attend, et on prie pour ça, sinon ça vaut pas la peine d'étudier la Bible si ça ne transforme pas. Mais je crois que ce serait irréaliste de penser que ce sera le cas pour chaque segment. Et là, on arriverait à un autre niveau d'intensité de cours. Donc voilà, quand on arrive à la mise en application, c'est pour être personnel. Pardon, trop vite. Mais on aimerait aussi qu'ils explorent la signification du texte pour l'église sociale locale et pour la société. Donc l'application, ça peut être une vérité intemporelle ou un point qu'ils ont trouvé pertinent pour une des sphères de la société. Ce qu'on recherche, c'est une implication dans le texte pour maintenant et ici, et pas s'arrêter juste à l'interprétation. Donc on recherche au moins une mise en application par tableau vertical. Comme j'ai dit avant, si c'est personnel, remarquez-le, montrez à l'étudiant que vous êtes digne de confiance, qu'ils peuvent partager plus de choses personnelles, et que vous priez et que vous les soutenez dans ce processus. Ensuite, on aimerait un résumé interprétatif du segment. Pour moi, pour Phil, c'est vraiment un des aspects les plus importants de cette méthode. L'étudiant, en un paragraphe, qui peut être court d'ailleurs, va résumer l'interprétation du segment. Ça l'aide à faire un lien entre les paragraphes, avoir la vue d'ensemble du segment, mais aussi sa place dans le livre. Et c'est un super outil pour s'impliquer dans le texte d'une manière interprétative. C'est pas une mise en application, mais une interprétation, et ça résume le segment dans cette catégorie, donc dans l'interprétation. Et on aimerait que chaque tableau ait cela. Donc, selon Phil Lige, donc si l'étudiant est limité dans le temps, c'est un des éléments clés des tableaux verticaux. S'ils doivent faire un choix sur ce qu'ils font, alors ils ne devraient pas négliger ça. Je pense vraiment que c'est quelque chose qui va les aider. Et d'ailleurs, en fait, quand ils vont revenir sur leurs travaux, relire leurs tableaux verticaux, 3 mois, 6 mois, une année après ou plus, je pense que ça va être bien d'avoir ce résumé écrit. Une bonne chose d'avoir ça par écrit. Donc, comme j'ai dit, les critères d'évaluation se trouvent dans l'unité d'introduction des étudiants. Si vous allez dans le coin du personnel, vous les trouvez aussi ici, sous le lien de cette vidéo, sous critères d'évaluation. Vous pouvez le télécharger, vous pouvez l'imprimer si vous le souhaitez. En tout cas, c'est ici pour que vous le lisiez, que vous le parcouriez et que vous soyez vraiment familier avec son contenu, que vous le connaissiez bien. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ici, on a les critères pour les devoirs qui utilisent la méthode tableau, c'est-à-dire quand il y a les tableaux verticaux et les tableaux horizontaux. Ils sont séparés entre tableau horizontal, tableaux verticaux, IDB et mise en application finale. Vous trouvez ici ce que vous devez regarder. Et ensuite, donc en dessous, on a les rubriques. Vous voyez le pourcentage qui sont donnés par rubrique. Donc alors que vous regardez à chaque pourcentage qui est donné, donc on va regarder pour une bonne note, on va lire 95-100%, que pour les tableaux horizontaux, donc on a des preuves solides d'une structure bien pensée, des titres précis et bien détaillés, un verset clé descriptif et significatif, et tous les éléments présentent le déroulement du contenu du livre et son aperçu général. Et ensuite, au niveau pratique, on a un tableau horizontal qui est bien arrangé, proportionnel, autant que le programme informatique le permet, facile à lire, et il emploie l'utilisation cohérente et utilise de la couleur. Donc ça, c'est vraiment pour la meilleure note. Spécialement pour les tableaux verticaux, ce qu'on recherche, c'est un travail qui est tellement bien, qui pourrait être mis en page et publié pour être présenté, pour que d'autres puissent utiliser ça d'une manière significative. Et j'imagine que peu de nos étudiants vont avoir cette note maximale, parce qu'on cherche vraiment le standard le plus haut. Si les étudiants y arrivent,
franchement, c'est super et on veut célébrer ça. Ensuite, on a le niveau en dessous. Dans ce niveau en dessous, on peut avoir même un bon A. Donc, on a une bonne structure. On a des titres qui reflètent clairement le déroulement du contenu et l'aperçu général du livre. On a un verset clé qui résume le livre. Le tableau horizontal est facile à comprendre, il est proportionnel, autant que le programme informatique le permet. Donc c'est un bon travail. Et on a entre 85 et 94%. C'est un très bon travail. Et beaucoup de nos étudiants, en fait, vont atteindre ce niveau, d'après mon expérience, l'expérience de Philippe. Pour certains, on va rester entre 75 et 84%. On est encore dans un petit B ou un bon C. Et pour ça, donc, on a une structure qui est acceptable, des titres adéquats, qui reflètent le déroulement du contenu et l'aperçu général du livre. Vous regardez les titres et vous dites, ouais, ça va. C'est pas forcément le mieux, mais ça va. Dans le verset clé, c'est peut-être pas le meilleur, mais ça va. Je parlerai un petit peu plus des versets clés dans un instant. Et on continue en descendant, etc. Et je vous laisse lire le reste. Mais en lisant le document, vous aurez comme ça une idée de ce que sont des rubriques pour chaque élément du travail des étudiants. Pour les devoirs qui n'utilisent pas la méthode des tableaux verticaux, on a une présentation qui est très similaire, avec l'évaluation de l'observation, de l'interprétation et de la mise en application, l'implication dans le texte, l'IDB, etc. Enfin, vous verrez que le découpage est très similaire. Donc, un bon A, pour un travail remarquable, vous lisez et vous vous dites, waouh, ça c'est juste super. Il y a vraiment, on a le facteur waouh. Et c'est ça qui va donner un A+. Non, ils peuvent quand même avoir un bon A, parce qu'ils ont bien travaillé, mais il manque le facteur wow. On peut lire ce document, je vous encourage à vraiment le lire en entier, à parcourir. C'est important que vous sachiez comment évaluer le travail des étudiants et qu'on soit tous à la même au niveau de l'évaluation. Vous pouvez le télécharger, l'imprimer aussi en dessous de cette vidéo. Vous trouverez aussi un fichier Excel qui s'appelle grille pour calcul pour l'évaluation. Et ce que vous faites, en fait, c'est que c'est pour vous aider. Pour ceux qui ont l'habitude, en fait, qui ont l'expérience, vous aurez peut-être pas besoin d'utiliser ce programme. Ce sera facile pour vous d'avoir en tête la note finale. Vous regardez, vous savez tout de suite si c'est un bon A ou un petit A. Mais ouais, vous savez ces choses-là à cause de l'expérience. Mais pour les nouveaux mentors, on a donc ce qu'on appelle une grille de calcul pour l'évaluation. Vous pouvez télécharger ça dans cette unité, juste en dessous de cette vidéo. Et en fait, c'est un fichier Excel qui ressemble à ça. Et ce que vous faites, c'est que vous mettez la note pour le tableau horizontal, les tableaux verticaux, l'IDB et la mise en application. Donc, dans le tableau, c'est dans la colonne notes données en pourcentage. Là, j'ai un exemple. On a donc 90 pour un tableau horizontal, 86 pour les tableaux verticaux, 92 pour l'IDB et 80 pour la mise en application finale. Donc, vous mettez tous les points à l'intérieur. Et puis ici, dans cette colonne de notes données en pourcentage, et là, ça calcule la note ajustée dans la quatrième colonne. La note totale est de 87,7%. Donc là, on a donc un B+. Donc ici, on voit le facteur de division, c'est donc le poids. C'est aussi dans les notes, vous voyez le poids
qui a le tableau horizontal pour la note finale, c'est donc de 25%. Les tableaux verticaux valent 50%, etc. Donc si ça vous aide, c'est disponible pour vous. Vous pouvez le télécharger, l'utiliser et facilement trouver la note finale. Et voilà, pour terminer, j'aimerais encore parler du verset clé. Donc pour le verset clé, c'est un peu un animal étrange parce que c'est pas vraiment inductif. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas l'intention de l'auteur d'écrire un verset ou une phrase ou quelques mots comme clé pour son livre. C'est pas quelque chose qui vient d'eux, mais par contre, c'est un outil qui est conçu pour cette méthode d'étude de la Bible, en particulier, donc dans l'étude inductive, où on a ce verset clé comme moyen de se rappeler ou comme clé pour ouvrir le livre pour les étudiants. Vous rappelez dans votre propre étude, dans votre école, que quand vous aviez un bon verset clé, alors c'est ça que ça faisait. Ça ouvre vraiment le livre. C'est un rappel sur le cœur de ce livre, de ce qui se passe, même si c'est pas vraiment inductif dans le sens technique, dans le sens où l'auteur il n'est pas pensé à un verset clé. C'est un outil qui est très utile pour nos étudiants et pour nous, pour se rappeler de la clé de chaque livre. Et donc, d'une certaine manière, il n'y a pas forcément un verset clé fixe. Je me rappelle pendant les écoles que j'ai staffées, avec les membres du personnel, on se retrouvait pour discuter des versets clés qu'on pouvait accepter. Et c'est bien, mais le problème c'est qu'avec ça, parfois l'étudiant il peut essayer de deviner ce que le mentor il a en tête comme verset, parce qu'il sait qu'il y en a 3 ou 4 que le mentor il va accepter. Et en fait, on veut pas faire ça. Parce qu'on aimerait, ce qu'on aimerait faire, c'est se poser la question, mais quel est le but du verset clé? Si l'étudiant il a choisi un verset, est-ce que c'en est un qui est bien ou pas? Et la question c'est, la réponse est un verset clé est bien s'il fait son travail en étant une clé pour entrer dans le livre. Si on regarde tous les versets dans le livre, on va penser que la plupart sont mauvais. Ouais, il y en aura pas. Il y en aura seulement quelques-uns qui vont vraiment ouvrir le livre, qui vont être raisonnables et qui vont nous aider. Peut-être que si l'auteur il a fait une phrase de résumé de ses pensées, par exemple, ou du problème, ou de la réponse, ben ça, ce sera un bon verset clé. Donc, quand l'étudiant il va vous proposer un verset clé, votre travail, c'est de vous poser la question, est-ce que ce verset fait son travail de clé pour ouvrir le livre? Est-ce que ça représente le message principal du livre, ou le thème, ou le problème? Si le verset est mémorisé, et je pense à ce livre, est-ce que ce verset me permet de vraiment entrer dans le livre d'une manière puissante et utile? C'est de cette manière qu'on aimerait évaluer les versets clés quand les étudiants ils nous les présentent. S'ils sont pas bons, on peut le dire aux étudiants. C'est un verset raisonnable, mais il y aura peut-être des options qui seront meilleures. C'est pas terrible parce que blablabla, et vous leur dites pourquoi. Ça les aidera sûrement à trouver un verset qui leur servira mieux. Rappelez-vous qu'ils doivent mémoriser ce verset clé pour les servir. Donc, on n'a pas envie qu'ils apprennent par cœur un verset qui leur sert à rien. Enfin, bon, on va pas dire qu'il y a des versets qui leur servent à rien, mais le but, c'est que vraiment ils puissent mémoriser une clé pour le livre. Voilà, posez-vous la question, est-ce que ce verset résume le livre? C'est la clé pour chercher le verset clé. Ou est-ce que ce verset est une bonne clé pour aider à ouvrir le livre? Et voilà, c'était juste ce que j'aimerais vous partager par rapport au verset clé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Si c'est des questions en général sur la manière dont on évalue pour les écoles de la Bible en ligne, je vous mettrai peut-être en contact directement avec Phillige. Mais l'important c'est qu'on puisse communiquer pour qu'on soit tous à la même page dans ce domaine qui est vraiment très important. Donc, merci d'avoir suivi ces vidéos et cette formation et à la prochaine.